matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée avec notre ami Jean-Louis Tremblay, Bruno Maigret. Bonjour Bruno Maigret. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Votre parole est rare, donc nous en sommes particulièrement honorés. Je le rappelle pour plutôt les nouvelles générations. Vous êtes évidemment ancien haut fonctionnaire et homme politique, ancien des piliers du Front National. Vous étiez un des bras droits de Jean-Marie Le Pen. Puis vous avez quitté le grand schisme avec le Front National et créé le Mouvement National Républicain, le MNR. Et puis aujourd'hui, vous présentez ce livre, Salus Populi. Alors, je ne sais pas s'il faut le lire avec l'accent latin ou pas. Le salut du peuple. Un roman, mais bon, politique-fiction évidemment, qui se déroule en France dans quelques années et qui présente finalement bien le déroulé d'un candidat aux élections, puis qui devient lui-même président. Et comment va-t-il faire pour rendre la souveraineté au peuple? Grande question que nous nous posons ici tous les jours. Donc là-dessus, si vous pouvez nous apporter des réponses, ça nous intéresse particulièrement. Mais ma première question, avant d'arriver sur le livre et peut-être un petit peu sur votre analyse également de la politique actuelle, et notamment des Le Pen que nous pouvons voir du RN au clan maintenant Reconquête avec Marion Maréchal Le Pen. D'abord, pourquoi ce livre aujourd'hui? Vous aviez un petit peu disparu des radars publics, on va dire, ces derniers temps. Pourquoi réapparaître maintenant, juste avant justement ces élections européennes? Y a-t-il un message que vous tentez ou que vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Oui, alors c'est pas spécifiquement à propos des élections européennes que mon livre sort aujourd'hui. C'est parce que je pense que les 3 années ou les quelques années qui viennent vont être décisives. Elles vont être décisives parce que la France va mal, de plus en plus mal, et que les facteurs de décomposition s'accélèrent et se multiplient, et que pour la première fois, dans 3 ans, il y a la possibilité d'un grand bouleversement, d'un grand changement, et qu'il ne faudrait pas que les Français manquent ce rendez-vous. Il ne faudrait pas qu'ils ratent le coche finalement. Ce livre est finalement un appel à se réveiller peut-être aujourd'hui pour pouvoir changer les choses. Oui, et se réveiller de façon rationnelle, parce que ce qui me frappe, c'est qu'ils sont maintenant innombrables, les Français qui ont compris ce que nous disions il y a 20 ans ou 40 ans. C'est vrai. Et, on va en reparler d'ailleurs, parce que, parlons-en maintenant. On voit le succès qui a porté au moment, en tout cas, de sa campagne, Éric Zemmour, sur le fait qu'à ce moment-là, on reconnaisse aussi la question de l'identité. Et tout le monde lui a dit, au moins, on peut reconnaître qu'il a su poser les questions. Mais ces questions qui avaient été posées par vous-même. Absolument. Ça fait très longtemps que nous posions le problème de l'identité nationale. Nous avons relancé d'ailleurs l'usage du mot identité qui était complètement effacé depuis des décennies, et nous avons apporté des solutions à l'époque. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les gens réalisent l'ampleur des problèmes, les gens cherchent des solutions. Dans de nombreux débats télévisés qu'on peut observer aujourd'hui, certaines solutions sont avancées, puis souvent ça se termine par le fait « Ah ben non, c'est pas possible ». Ah ben ça non plus, c'est pas possible. Et il y a l'état de droit qui nous empêche de le faire. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que face à cette situation, quand d'ailleurs les animateurs concluent sur le thème « c'est pas possible, il faut un nouveau logiciel ». Sauf que ce logiciel, personne n'a jamais jusqu'à présent précisé en quoi il consiste. Eh bien, ce livre est une réponse. C'est un logiciel nouveau qui permet de résoudre les problèmes du pays avec des solutions. De débloquer, de déverrouiller tout ce qui pourrait empêcher une personne sincère et qui veut vraiment redonner la parole au peuple. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, le livre, au début, c'est l'émergence d'un homme qui n'était pas destiné à devenir président, qui le devient pour des raisons internes à son parti, à cause de l'implication du candidat officiel, du candidat naturel, dans une affaire plus ou moins sordide et en tout cas condamnée par la justice. Et donc il est élu contre toute attente. Et cet homme, qui était à l'arrière-plan, qui était dans l'obscurité,
a cette caractéristique assez rare aujourd'hui sur la scène politique, c'est un homme honnête. Et les mesures qu'il a proposées pendant sa campagne électorale sur le plan notamment de la sécurité et de l'immigration, qui n'ont fait que s'aggraver encore dans la perspective où je me place, il veut les mettre en œuvre, ces mesures. Il veut les mettre en œuvre et il s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'oppositions qui se dressent devant lui, et que ce soit les médias, que ce soit les hauts fonctionnaires, que ce soit les gens... Le Conseil constitutionnel. Voilà, on lui dit, le Conseil constitutionnel ne laissera pas faire ce projet que vous voulez mettre en œuvre. Alors ça, évidemment, ça a un écho direct avec l'actualité. Hein. Voilà, et pourtant le livre était déjà écrit quand effectivement le Conseil constitutionnel a censuré une loi immigration qui avait été votée. Qui avait été votée par les Français, qui a été votée par les représentants. Le Conseil constitutionnel, rappelons un petit peu l'actualité, a été d'ailleurs saisi immédiatement, une fois la loi votée, par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron décide quand la loi peut passer ou pas, puisque au Conseil constitutionnel se retrouvent des gens qui sont plutôt alignés sur sa politique. Oui, alors ceci dit, le recours devant le Conseil constitutionnel est systématique, parce que si ce n'est pas le président de la République qui le fait, ce sont des députés de l'opposition ou des députés de la majorité, et il suffit qu'ils soient 60 pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc en réalité, ce président honnête qui veut mettre en œuvre ses promesses électorales se retrouve confronté à ce que j'appellerais plus largement la notion, l'état de droit. L'état de droit, qui apparaît au départ comme une notion bien banale et très acceptable. Il faut en effet, pour un pays démocratique, avoir une constitution, des lois, des tribunaux, parfaitement. Mais ce qui apparaît clairement, c'est que maintenant, l'état de droit va bien au-delà de cette notion normale. L'état de droit, c'est un mot d'ordre idéologique, comme on a eu dans le passé la référence incessante aux droits de l'homme, ou encore aujourd'hui aux valeurs de la République, ou au vivre ensemble. Maintenant, on a l'état de droit. Et l'état de droit, c'est une perversion du droit, c'est-à-dire que le droit est devenu un instrument pour empêcher le gouvernement de prendre des initiatives qui sortent du champ politiquement correct, alors que le droit devrait être au contraire un outil au service du gouvernement pour mener sa politique. Alors, on va aller droit au but, puisque dans votre ouvrage, vous expliquez justement comment ce tout jeune président qui ne s'attendait pas à l'être, mais qui est sincère et qui veut servir le peuple, comprend ce qui lui arrive. Il se prend des tonnes d'obstacles, de déconstruction de sa politique. Il fait un discours où il dit « Je vais reprendre le pouvoir réellement ». Je vais citer un extrait de ce discours. Donc, Françaises, Français, comme vous le savez, mon action de président de la République a été entravée 3 mois à peine après mon élection par une décision du Conseil constitutionnel, que je juge illégitime, ainsi que par une campagne médiatique orchestrée et massive, dont chacun a pu observer le caractère arbitraire. À cela s'ajoute maintenant une manœuvre politicienne destinée à saper l'action gouvernementale, des actions agressives, manifestement coordonnées, blablabla. Ensuite, il reprend. Le chef de l'État explique alors que cette situation résultait d'une mise en coupe réglée de la vie démocratique par le système installé par les rouages de la justice et des médias. Un système qui enserre, et c'est là où vraiment en fait c'est le cœur de votre sujet, un système qui enserre les élus du peuple dans les limites du politiquement correct et les empêche de prendre les décisions qui seraient nécessaires. Il précisa que ce blocage venait principalement du Conseil constitutionnel qui avait récemment encore annihilé la loi remise en ordre et qui fonctionnait comme un tribunal idéologique censurant tout ce qui n'était pas politiquement correct. Une pratique qui avait des conséquences immédiates et dramatiques pour les Français. Et que dit alors ce président ? C'est en effet cet état de droit qui m'a empêché de prendre les mesures énergiques que j'avais prévues pour rétablir la sécurité, arrêter l'immigration, contrôler nos frontières et faire respecter notre identité. C'est encore lui qui m'interdirait demain de défendre nos valeurs, de refonder l'école ou de protéger nos familles. Et que dit-il à ce moment-là, à la fin du discours ? Il va enclencher l'article 11 de la Constitution pour faire un référendum. Et alors l'article 11 de la Constitution, justement, parce que là il est bloqué partout, et finalement vous présentez ça comme l'élément, l'outil génial d'une certaine façon pour sauver notre situation aujourd'hui. Il se trouve que moi, vous allez nous expliquer pourquoi l'article 11,
Il se trouve que l'article 11, je l'ai déjà entendu cette année par quelqu'un d'autre qui l'a présenté aussi comme l'outil génial. Alors peut-être que comme c'est un article de constitution, ça perd un peu les gens et finalement on va pas plus loin dans le débat, mais c'est vraiment intéressant. C'est Henri Guénaud qui a suggéré d'utiliser l'article 11 aujourd'hui. Alors vous allez nous expliquer pourquoi l'article 11 et comment on pourrait finalement sauver la souveraineté française avec cet article. C'est assez simple. Il n'y a que deux façons d'organiser un référendum. Soit par l'article 89, qui est celui qui permet la réforme constitutionnelle, mais cet article demande à ce que le projet proposé soit adopté dans des termes identiques par les deux chambres. Et à ce moment-là, on peut soumettre le projet à référendum, ou on peut s'en passer d'ailleurs, et soumettre le projet à vote du Congrès, c'est-à-dire des deux chambres réunies à Versailles, comme ça vient de se faire à propos de l'IVG. Donc, cette mesure, elle est très difficile à mettre en œuvre pour une disposition qui ne suscite pas une mobilisation, un consensus, disons. Bien sûr. Et elle est très difficile. Il y a forcément une opposition, a priori, dans les assemblées. Et en plus, pour un président nouveau, qui a certes une majorité en général à la Chambre, il n'a pas la majorité au Sénat, qui est une Chambre qui est plus autonome, disons, et qui n'est pas renouvelée en même temps que le président. Donc, un président qui arrive ne peut pas utiliser l'article 89, sauf pour une mesure... Donc là, on arrive au fait que finalement, il est complètement coincé. C'est la situation de votre président, mais c'est la situation de tous ceux qui ont pu être sincères, s'il y en a eu à l'Élysée, qui ont voulu remplir certaines missions et qui se sont heurtés à tous les obstacles juridiques jusqu'aux traités internationaux. Alors, il existe le deuxième article possible, c'est l'article 11 que vous avez évoqué et que je reprends en charge dans l'ouvrage et que mon héros va appliquer. Alors l'article 11, il permet de mettre en œuvre un référendum à l'initiative du président sans avoir d'accord du Parlement. Il peut intervenir directement. De la même façon qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée qui vient des députés mais aussi du peuple français, et ça c'est évidemment très difficile à mettre en œuvre. Donc je reviens au président qui peut déclencher un référendum, mais sur des sujets limités. Ça commence par l'organisation des pouvoirs publics ou les sujets d'ordre économique et social. Point final. Dans le cas aussi où on signerait un traité qui pourrait mettre en cause certains sujets, certains thèmes de la Constitution. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le problème en l'occurrence. Donc l'article 11, on peut l'utiliser pour une réforme qui permet par exemple, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. C'est ce que fait le héros de mon livre, puisqu'il instaure une disposition qui permet au président de la République, élu au suffrage universel direct, donc très légitime normalement, qui peut mettre en cause des décisions du Conseil constitutionnel qui ne le satisfont pas et qui à ce moment-là soumet la décision incriminée à un référendum, si c'est une affaire importante, ou bien à un vote ultime de l'Assemblée nationale. Donc on introduit cette petite modification, et à partir de quoi à partir de quoi il a les mains libres. Il a les mains libres, exactement. En fait. Et c'est quand même bien dans l'ordre naturel des choses. Il est absurde qu'aujourd'hui, il y ait une instance constituée de 9 personnes nommées qui supervisent... Des copains en plus, oui, des anciens membres du gouvernement. Qui supervisent le pouvoir législatif. Non, mais évidemment. Donc, c'est une atteinte grave aux mais libertés. reste aussi, et vous en parlez du sujet également, reste aussi le problème européen, les traités internationaux, qui sont aujourd'hui, en France, jugés supérieurs au droit français. C'est vrai. Je termine quand même sur le référendum.
sur le Conseil constitutionnel, parce qu'on va nous dire, vous voulez toucher au Conseil constitutionnel, vous allez toucher aux droits des Français, aux libertés des Français, car le Conseil constitutionnel est là pour défendre les droits et les libertés des Français. Mais contre qui défend-il les droits et les libertés des Français? Contre le Parlement? Mais qui est le Parlement, si ce n'est le peuple français? Donc voilà une institution... Si c'est soumis au référendum... C'est une institution qui défend les Français contre les Français. Autant dire que c'est un tribunal idéologique, en réalité. Et c'est tellement vrai que lorsque la Constitution a été votée en 1958, il n'y avait pas du tout cette possibilité pour le Conseil constitutionnel de censurer les lois. C'est le Conseil constitutionnel lui-même qui s'est arrogé ce droit en 1971 en inventant la théorie du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire en intégrant sa capacité à juger aussi en intégrant le préambule de la Constitution. C'est à partir de ce moment-là qu'on est dans le gouvernement des juges et non le gouvernement de souveraineté populaire. Jean-Louis Tremblay. Oui, alors, votre ouvrage, Bruno Maigret, relève de ce genre littéraire qu'on appelle la politique fiction, évidemment. Mais comme tout récit de politique fiction, il y a évidemment des clés, nécessairement. Donc des clés. Et la question qu'on peut se poser légitimement en le lisant, c'est qui est qui dans cette histoire? Qui est qui au regard de l'actualité? Parce que si vous vous êtes retiré de l'activité politique, vous êtes resté néanmoins un observateur de la vie politique. Bon, ça se passe, je précise, on ne l'a pas dit, mais ça se passe en 2032. Hein, c'est le premier quinquennat de ce président qui est élu malgré lui en 2032, ça va jusqu'en 2037. Et ce président, autre précision, c'est important, n'est pas issu de l'extrême droite, il est issu du système. Et il est issu d'un parti qui s'appelle le Centre en Marche. Oui, et il fait une alliance. Il fait une alliance avec l'extrême droite. Voilà. Alors là, ça c'est la première question. Qui est qui? Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est un appel à l'union des droites? Est-ce que c'est, ou une union sacrée? Vous allez nous le dire. Et puis après, je pense qu'il faudra venir quand même sur les questions de politique internationale qui sont évoquées dans votre livre sur 2 chapitres et que je trouve particulièrement intéressantes et d'actualité sur la Russie. Écoutez, s'agissant des clés, je vais vous décevoir parce que je n'ai pas voulu justement... pardon, mais le Centre en Marche, si vous n'avez pas voulu, vous y êtes allé en plein dedans. Oui, d'accord. Non, c'est un peu un paradoxe, c'est un petit clin d'œil, d'absurdité que j'ai introduit au départ pour montrer qu'en réalité, la situation est tellement grave que des événements inattendus peuvent survenir. Et des hommes qui semblaient destinés... Ou des femmes. Ou des femmes, absolument, bien évidemment. Qui n'étaient pas destinés à jouer un rôle important, se trouvent en situation d'agir. Mais moi, je me félicite, pour rentrer quand même dans le concret d'aujourd'hui, je me félicite que le corps national, c'est-à-dire le Rassemblement national, Reconquête, occupe maintenant un espace politique très important. Est-ce que vous classez les souverainistes dans ce camp national, dit national, comme Dupont-Aignan, etc. Globalement, oui. Bien sûr, l'ensemble. Il faut ouvrir largement. Vous félicitez qu'ils aient voix aujourd'hui, qu'on les entende de plus en plus. Oui. Mais justement, restons un petit peu dans ce plan. Je termine juste en disant, je pense que ce courant, pour la première fois, a les chances de l'emporter à l'élection présidentielle dans 3 ans. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Mais ensuite, il faut que... C'est-à-dire Marine Le Pen, alors? Pourquoi pas? Nécessairement, oui. Pourquoi pas? Moi, je ne veux pas intervenir à ce... Non, au vu des sondages, je ne sais pas. Oui, j'observe la réalité. Pourquoi pas Marine Le Pen, si c'est Marine Le Pen? Mais ce qu'il faut ensuite, c'est que les mesures d'envergure soient prises et que la solution... Oui, parce que si c'est pour faire comme Giorgia Meloni, c'est peut-être pas la peine. Oui, alors d'autant plus que le président de la République française a déjà structurellement des pouvoirs bien plus importants que n'en a un président du Conseil italien. Donc, il est mieux armé, constitutionnellement. Quand on est président du Conseil, on est à la tête d'une coalition et à tout moment... vous pouvez être mis en minorité et invité à céder la place. Alors que pour déboulonner un président de la République française, c'est quand même pas la même chose.
Je voudrais continuer justement sur votre analyse du camp ou du mouvement national qui se crée aujourd'hui en France et vous demander si vous considérez, vous qui avez quitté le Front National à l'époque pour créer le MNR, si vous considérez le mouvement de reconquête comme finalement une forme de redite de votre propre action. Et dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il un mal à chaque fois qu'on retrouve quelque chose qui fait qu'il y a un blocage au Front National ou au RN aujourd'hui, qui fait qu'on a besoin de reconstruire autre chose ailleurs? Écoutez, est-ce que vous voyez un écho? Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de points de ressemblance, mais la configuration n'est pas du tout la même. Lorsque j'ai été amené à entrer en conflit avec Le Pen, c'était pour des raisons qui étaient liées à la stratégie à venir dans la longue durée. Bon, là, c'était très différent puisque, comme je l'ai dit, nous sommes à quelques années seulement d'une élection majeure. Donc, je dirais que c'est structurellement proche, oui. Mais c'est en opportunité, oui. Pas pareil du tout. Oui. Et donc, votre analyse sur ce qui se passe aujourd'hui, vous diriez que justement, vous appelleriez peut-être à une union plus vaste, à se dire tous ensemble, gagnons. Et une question que je voulais également vous poser, je vous pose toutes ces questions, je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Par rapport justement au clan Le Pen, aujourd'hui, on peut dire que celui qui a pris le camp de la diabolisation, c'est plutôt Éric Zemmour, tandis que Marine Le Pen et son parti aujourd'hui sont plutôt dans un mouvement de dédiabolisation. Et malgré le fait qu'ils tentent de dédiaboliser au maximum, d'ailleurs, la marque Le Pen continue d'imprimer. C'est ce que vous avez pu constater, vous, à l'époque, quand vous avez créé le MNR. Finalement, la marque Le Pen fonctionne. Alors, plusieurs questions. Est-ce que vous considérez que cette marque... comment vous expliquez le succès de cette marque, entre guillemets, même si les lignes changent à l'intérieur? Ça, c'est la première. Et puis ensuite, justement, sur cette dissociation entre Reconquête et le RN. Oui, écoutez, franchement, je me suis retiré de la politicienne. Je ne voudrais pas y replonger à ce stade. Non, mais votre analyse, puisque vous avez ce passé-là, est intéressante, notamment sur le côté de la marque Le Pen et le fait de leur stratégie d'aujourd'hui. Je pense que la stratégie de dédiabolisation qui a été menée par Marine Le Pen était à l'origine une stratégie très positive, puisque c'est celle que je préconisais moi-même et que je voulais mettre en œuvre. Et donc finir avec les dérapages, avec les mots douteux, sulfureux, les références à un passé qui n'était plus d'actualité. Bon. C'est-à-dire que la stratégie de Marine Le Pen est celle que, à l'époque, Bruno Maigret conseillait à Jean-Marie Le Pen. Sauf que il faut que cette stratégie de dédiabolisation n'aille pas jusqu'à remettre en cause les fondements du combat qui doit être mené et à mettre en cause des éléments du programme qui sont indispensables pour redresser la France. C'est pour ça que ce qui me paraît important, c'est que ceux qui seraient en position, ceux ou celles qui seraient en position de gagner dans 3 ans, prennent en compte, au moins comme élément d'information et comme élément de réflexion, les solutions que je propose. Parce que sinon, ça risque de... Si on est élu pour être élu, c'est sûr que c'est embêtant. Ça risque de... Si l'état de droit demeure inchangé, il enserrera le nouvel élu, quel qu'il soit, en 1927. Jean-Louis Tremblay. Oui, parce que je voudrais qu'on revienne quand même sur ce processus dit de dédiabolisation. Effectivement, à l'origine, je pense que c'est nécessaire. Néanmoins, si ça consiste à vider de sa substance toute une partie du programme originel du FN, je ne suis pas certain que ce soit très efficace. Et, pour revenir à votre livre, là, la spécificité de ce candidat qui devient président malgré lui,
c'est qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Bon. Et ce qui n'est, oui, mais c'est tellement rare. D'ailleurs, vous le soulignez. C'est ce qui surprend tous les commentateurs. On n'a jamais vu ça depuis la 3e, 4e, 5e République. On n'a jamais vu ça. Donc, la question est de savoir, la dédiabolisation, oui, mais pourquoi ? Pour être au pouvoir et donc faire comme les autres, en invoquant l'état de droit et les blocages dits du système, donc, ou alors si c'est pour faire une vraie politique. Et c'est pour ça que j'ai cité le cas italien tout à l'heure, c'est parce que Giorgia Meloni, qui était la candidate du mouvement Fratelli d'Italia, avait promis moult changements, et puis elle s'est retrouvée au pouvoir en Italie, et elle a constaté que il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire, notamment à cause des contraintes de l'Union européenne. Et ça, je me souviens quand vous étiez député européen au début des années 89, 94, vous dénonciez déjà ce carcan de l'Union européenne. Et c'est là où on glisse petit à petit, peut-être. On peut glisser sur la politique extérieure, Clémence, parce qu'il y a 2 chapitres qui me semblent importants dans le livre. C'est le voyage à Sochi, donc en Russie, en plein contexte de le conflit. On est en 2032, mais le conflit n'a pas été réglé, il est gelé, c'est-à-dire que les Russes occupent le Donbass et la Crimée, et puis l'Ukraine tente, mais les lignes de front sont figées, et il n'y a pas eu d'armistice, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de traité, et il y a eu juste un cessez-le-feu de facto. Et il va en Russie. Alors pourquoi ? Dans un contexte aussi particulier, c'est que l'Union européenne est en train de discuter de la possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc là, on est quand même en pleine actualité. Oui, alors, c'est effectivement un clivage important que ce personnage crée avec l'ensemble des responsables de l'Union européenne qui sont restés grosso modo sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne pro-ukrainienne, pro-américaine et anti-russe. Pro-otanienne, oui. Et lui se rend à Sochi pour rencontrer le nouveau président russe, qui a succédé à Poutine, mais qui est dans la ligne de Poutine, disons peut-être en plus... plus édulcoré, en plus rond. Voilà. Mais la ligne est toujours la même. Et ce président, héros de mon livre, a une idée forte et essentielle, c'est que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe. La Russie fait partie de la civilisation européenne. Si l'Union européenne a pour mission, comme il le pense, de défendre la civilisation européenne dans le monde multipolaire qui va s'ouvrir, il faut que la Russie soit au contraire en synergie avec l'Europe. Parce que d'abord, la civilisation russe fait partie, la culture russe fait partie intégrante de la civilisation européenne. Que je sache, la littérature russe, la musique russe sont totalement partie de notre monde artistique et culturel. Et puis, d'autre part, c'est qu'ils sont complémentaires. La Russie est un territoire immense, relativement peu peuplé, très riche en matières premières et en ressources énergétiques. L'Union européenne, c'est le contraire. Un territoire plus réduit, une population plus nombreuse et pas de ressources. Donc, la logique des intérêts de l'Union européenne, comme d'ailleurs de la Russie, c'est de s'entendre et d'agir en synergie. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisque avec cette guerre en Ukraine, l'Europe a été lourdement pénalisée sur le plan économique et sur le plan énergétique et sur le plan géopolitique. C'est-à-dire que nous avons payé cher les sanctions contre la Russie, mais nous avons aussi été soumis encore plus qu'avant à l'impérium américain, à travers l'OTAN et à travers tous les diktats que la politique américaine a imposés aux Européens dans cette guerre en Ukraine. Oui, vous dites quand même, votre président, dit dans votre livre, si la paix ne se fait pas, c'est la cause d'une puissance étrangère, l'impérium américain, à notre continent,
qui a mené et qui veut encore mener contre les Russes une guerre par procuration dans le but de séparer durablement la Russie de l'Union européenne et de maintenir les pays européens sous son impérium au sein de l'OTAN. Il dit tant que ce ne sera pas réglé, la paix sera impossible. C'est exactement ça. Et donc, ils seront à Sochi pour lancer une initiative pour modifier la géopolitique européenne. C'est-à-dire qu'ils signent avec le président russe, le nouveau président russe, un protocole de Sochi, qui consiste en réalité à constater ce que vous venez de rappeler, à savoir que l'Union européenne, comme l'Ukraine et comme la Russie, font partie de la civilisation européenne, qu'une solution de paix doit être trouvée dans ce cadre-là, et que la France demande à la Russie et à l'Ukraine d'engager des négociations. La Russie accepte d'ouvrir des négociations, et le protocole est ainsi signé, plaçant l'Ukraine et les Américains dans une situation très, très difficile, car s'ils refusent, ils apparaissent comme les bouts de feu. Et s'ils acceptent, les Américains sont marginalisés. Donc, cela crée évidemment un bouleversement dans les chancelleries, et le président français prend une dimension à l'échelle de la géopolitique internationale qui est conforme à la tradition française et à ce qu'aurait dû être un vrai président pour notre pays. Donc il ouvre cette perspective, et il finit par déboucher sur des changements importants, notamment s'agissant de l'Europe. Oui, allez-y sur l'Europe. Alors, ça vous intéresse. Sur l'Europe. Alors, ce qui me frappe, et on va revenir sur les élections européennes qui vous intéressent beaucoup. Tout à fait. Ce qui me frappe dans ces élections, au-delà des enjeux de personnes et de partis, c'est que on reste dans le schéma soutien à l'Europe bruxelloise ou opposition à l'Europe bruxelloise, y compris Frexit. Oui, mais encore, mais le schéma opposition à l'Europe bruxelloise est sous-représenté, médiatiquement, et deux, dans les statistiques, ce qui fait qu'on n'entend pas beaucoup ce camp-là. C'est vrai, mais ce qui me paraît le plus dommageable, c'est que personne ne défend l'option centrale qui consiste à dire l'Europe de Bruxelles, certainement pas. Sortie de l'Europe, c'est absurde. Il faut rester dans l'Europe, mais refonder l'Union européenne de A à Z. Et ça, c'est ce que j'aurais souhaité entendre dans ces élections, et que je n'entends pas. Oui, mais on refonde comment alors? Oui, je pense que c'est un point important, effectivement, parce qu'on a tendance à résumer tout le débat à cette opposition binaire entre pro ou pro-anti-Bruxelles. Or, effectivement, il existe peut-être une troisième voie, si j'ose dire, qui est d'ailleurs qui est ébauchée par certains États d'Europe centrale. Et d'ailleurs, le groupe de Prague dont vous parlez, c'est un petit peu ça. Au départ, il y a le noyau qu'on dit le V4, le groupe dit de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie. Là, vous y rajoutez la Roumanie et la Grèce, peu importe, on est dans la fiction, mais l'idée est là. C'est-à-dire que ce sont ces États d'Europe centrale qui ont dit non, notamment au moment de la crise migratoire de 2014-2015, non à la répartition des populations sur tout le territoire européen, non à la politique d'immigration de l'Union européenne, qui ont dit non aussi à l'alignement systématique sur les positions otaniennes et américaines. Je pense à Viktor Orban. Et donc là, il y a peut-être effectivement, si ce groupe d'États, ces États qui finalement réclament plus de souveraineté et plus d'identité, et notamment l'identité chrétienne, et bien à ce moment-là, peut-être qu'il y a moyen de changer l'Union européenne de l'intérieur. C'est un petit peu ça. Oui, alors c'est changer l'Union européenne de l'intérieur, mais dans une démarche... Mais ça, il y en a beaucoup qui le disent. Non, mais là, c'est dans une démarche de rupture. Alors comment? J'y viens. Mais je voudrais rappeler un point très important, c'est que pour faire ça, il y a le soutien d'une majorité de Français. Car les Français, c'est clair, on l'a vu au fil des élections, ils ne veulent plus de l'Europe de Bruxelles, mais ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Parce que
entre nous, l'Europe, c'est notre identité. Et notre identité, qui elle est menacée aujourd'hui, elle n'est pas menacée en tant que Français par rapport aux Allemands ou aux Italiens, elle est menacée en tant qu'Européen par rapport aux autres civilisations qui sont notamment la civilisation islamique. Sauf que cette acception, Bruno Maigret, si je puis me permettre, cette acception, c'est-à-dire la construction d'une Europe sur des bases civilisationnelle n'a pas été celle de l'Europe du début. C'est une Europe purement économique. On est dans le matérialisme intégral et c'est tout le problème. Et d'où le rejet et l'opposition entre les peuples et ces élites qui sont hors sol à Bruxelles. Technocratique. Mais c'est pour ça que la démarche... Alors allez-y, comment on fait pour se débarrasser de cette Europe de Bruxelles? Ça nous intéresse. Hein. Oui, alors c'est ce que fait le héros de mon livre dans une stratégie en plusieurs étapes. D'abord, il fait connaître le projet de la France pour la refondation de l'Union européenne en faisant des tournées diplomatiques. Actuellement, un tel projet n'existe pas et ne peut donc pas faire l'objet d'un débat. Et puis surtout, lorsqu'il veut se débarrasser de l'état de droit et qu'il réforme le Conseil constitutionnel, il sait qu'il doit faire face aussi à tous les textes européens qui actuellement empêchent de prendre des initiatives, par exemple d'arrêter l'immigration ou de fermer les frontières pour éviter les clandestins. Et il décide officiellement de ne pas tenir compte de tous les textes européens qui gêneraient la mise en œuvre de son programme. C'est une rupture considérable. C'est une dissidence. Mais, à la différence de ce qu'envisagent parfois certains candidats, il ne fait pas ça de façon honteuse en disant « je fais ça en opposition au principe de l'Union européenne. Je fais ça pour obtenir la réforme et la refondation de l'Union européenne. » Et donc, il est offensif, il n'est pas défensif. Et effectivement, il se préoccupe ensuite, dans un troisième temps, de rassembler les États qui, comme la France avec lui, se préoccupent de la défense de leur identité, de la protection contre l'immigration, de l'indépendance et de l'autonomie leur souveraineté face aux Américains, leur souveraineté. Et il constitue un groupe d'États à l'intérieur de l'Union, qui s'appelle en l'occurrence le groupe de Prague, puisque le traité qu'il constitue, enfin l'accord qui est conclu entre tous ces États est signé à Prague. Et l'Union européenne est un peu... les institutions bruxelloises de l'Union européenne se trouvent coincées par la dissidence française et la pression de ce groupe d'États à l'intérieur de l'Union qui, l'un comme l'autre, œuvrent pour réformer l'Union et refonder l'Union. Et je pense que si, par ailleurs, comme c'est le cas dans le livre, le président français obtient des résultats spectaculaires sur l'arrêt de l'immigration, par exemple, ou sur le retour de la sécurité, ou à travers son initiative à Sochi, il peut devenir populaire, et pas seulement populaire en France, mais populaire auprès de beaucoup de peuples européens, et créer finalement un mouvement qui pourrait faire basculer les choses. Et cela d'autant plus que les Américains, qui bloquent toute évolution de ce type, ne sont peut-être pas destinés à poursuivre cette stratégie si les élections présidentielles américaines consacrent par exemple l'élection de M. Trump. Ouais. Car si M. Trump est élu, je pense qu'on peut vraisemblablement s'attendre à un désengagement américain, de l'Europe en tout cas, et peut-être du America monde. First. Mais dans tous les cas, cela placera les Européens devant l'échéance majeure où ils disparaissent, où ils s'instaurent en un pôle de puissance qui prendra sa place dans le monde multipolaire de demain. Bon, pourquoi pas, en restant alliés avec les Américains et en étant en coopération avec les Russes, mais en tout cas qui prendra sa place à côté de la Chine, à côté de l'Inde, à côté du monde musulman, pour
assurer l'avenir de notre civilisation. Alors Bruno Maigret, on a compris en tout cas le programme d'une certaine façon. Oui. Mais, et ce sera ma dernière question, puisqu'on a un petit peu dépassé le temps. Oui. Ici, votre candidat est déjà élu. Aujourd'hui, c'est difficile d'être élu quand on veut présenter ce genre de programme. Là, il est élu par hasard. Bon. En fait, vous ne réglez pas cette question-là. Et justement, je vais vous demander de la régler avec les candidats que nous avons aujourd'hui, du camp national. Marine Le Pen, Éric Zemmour, les souverainistes qu'on a déjà cités, Éric Dupond-Aignan, Florian Philippot, Asselineau. Comment faire aujourd'hui pour que ceux qui veulent récupérer la souveraineté française finalement puissent gagner les élections? On voit bien qu'il y a aussi un gros problème de médias et un problème d'alliance. Quels sont vos conseils pour qu'on arrive au stade du début de votre livre? Mon conseil, c'est que beaucoup, de façon pragmatique, se rallient à la méthode et aux objectifs immédiats qui sont ceux de monsieur Bolton, enfin du président élu dans mon livre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait progressivement une espèce de courant porteur qui se rassemble, qui s'organise derrière une candidate ou un candidat, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Mais c'est la dynamique de la réponse aux problèmes qui se posent à notre pays qui peut changer la donne. Parce que pour l'instant, les gens se disputent ou se séparent sur des questions à la fois théoriques et sur des questions. Il y a aussi des questions stratégiques comme vous aviez, finalement. Mais, vous pouvez comprendre la séparation. Je comprends ça tout à fait. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur des solutions qui règlent les problèmes une fois élus. C'est votre dernier mot, votre dernier conseil à nos candidats Moi, je n'ai pas de conseil à donner. J'ai simplement le sentiment que les années qui viennent vont être décisives et que l'élection présidentielle à venir peut ouvrir la porte d'un grand renouveau. Il ne faut pas le louper. Donc, pour conclure, Bruno Maigret, celui qui a claqué la porte du camp Le Pen, vous appelez aujourd'hui à rouvrir cette porte, si j'ai bien compris. Je pense qu'il ne s'agit pas maintenant, effectivement, de fermer des portes. Il s'agit de les ouvrir, mais de les ouvrir en créant un corridor qui aille dans la bonne direction. Merci beaucoup Bruno Maigret, merci Jean-Louis Tremblay. Je rappelle le titre de votre livre, Salus Populia, un roman, donc les politiques fiction, on a bien compris, aux éditions Altera. Et merci à vous tous, chers amis. Merci, vous savez que demain vous retrouvez Nicolas Vidal à 7h30.